Fantasme des médias ou réalité, on entend de plus en plus souvent parler de la naissance imminente d'un ordinateur quantique. Pourtant, si on en entend très souvent parler, ces notions sont souvent mal comprises. Et lorsque la quantique et l'ordinateur quantique sont évoqués, c'est bien davantage et bien souvent pour mettre en avant les éventuels dangers de cette technologie, plutôt que mettre en exergue les potentialités. Aujourd'hui, on va traiter le sujet suivant. L'aube de la quantique sera-t-elle le crépuscule de la blockchain, en analysant les synergies et antagonismes possibles entre ces deux technologies qui sont assez souvent mal comprises. J'avais oublié que c'était à moi de tourner les slides. Derrière moi se trouve un ordinateur quantique. Cet objet, tout droit sorti du dernier film de Christopher Nolan, est doté d'une puissance de calcul extraordinaire. Il sera vraisemblablement 158 millions de fois plus puissant qu'un ordinateur classique ou que le meilleur superordinateur qui existe sur Terre. Mais pour comprendre comment cet ordinateur peut être si puissant et comment cet ordinateur va révolutionner la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui et sûrement même notre monde, il faut comprendre sur les principes sur lesquels il repose, c'est-à-dire les principes de la physique quantique. Je ne me targue pas d'être capable de vous les expliquer en 1 heure, mais on va quand même voir les bases, ou en tout cas les principes fondamentaux de la physique quantique. Alors, d'abord, qu'est-ce que la physique quantique? La physique quantique, c'est l'ensemble des théories qui régissent l'infiniment petit. C'est l'échelle atomique et subatomique, celle des photons, des électrons et autres particules élémentaires. Et la physique quantique, elle est régie par 2 principes qui ont été découverts assez récemment, que sont l'intrication quantique et la superposition quantique. Mais d'abord, qu'est-ce que la superposition quantique? Niels Bohr disait, si vous n'avez pas été profondément choqué par la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Et pour cause, les phénomènes qui se produisent à l'échelle de l'infiniment petit sont profondément contre-intuitifs. À l'échelle de l'infiniment petit, une particule peut être simultanément à 2 endroits différents. Un photon peut être à la fois présent et absent, un électron peut être à la fois excité et non excité. Pire encore, et ce qui va encore plus vous embrouiller, en fait, le simple fait d'observer une particule quantique va modifier son état. Alors, il y a en termes mathématiques, il y a tout de même une explication à cela. Je suppose que vous savez peut-être tous à peu près ce qu'est un espace de Hilbert. Eh bien, toute particule quantique et toute caractéristique d'une particule quantique admet une décomposition dans un espace de Hilbert. Pourquoi? Parce qu'elle est représentée par un vecteur dans un espace de Hilbert. Et comme tout vecteur admet une décomposition en combinaison linéaire de vecteurs d'un espace, alors c'est la même chose pour les particules. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les particules quantiques, non seulement elles admettent une décomposition dans un espace de Hilbert, mais en plus elles forment une base dans l'espace de Hilbert. Ça veut dire que la position ou encore le spin qui est la rotation, les caractéristiques d'une particule quantique sont en réalité formées d'une combinaison linéaire infinie de vecteurs d'un espace. Et c'est ça la superposition quantique. En d'autres termes, une particule, elle peut être à la fois dans plein d'endroits différents simultanément parce que sa décomposition dans un espace est infinie. Mais alors, je sais que je vous ai perdu avec les maths, donc je vais peut-être revenir un petit peu dans le concret. Et il y a une expérience de pensée qui est très connue, qui est l'expérience du chat de Schrödinger. Edwin Schrödinger, en 1935, théorise cette expérience de pensée. Alors, qu'est-ce qu'une expérience de pensée? Une expérience de pensée, c'est une expérience de l'imagination lorsque les lois de la physique ne peuvent pas permettre de réaliser une expérience empirique. Et avec cette expérience, Schrödinger parvient à expliquer de manière bien plus simplifiée le principe de superposition quantique. Comment? Il réfléchit à un chat. Ce chat se retrouverait dans une boîte métallique avec une fiole mortelle, une source radioactive et un compteur. Si une trop forte radioactivité est détectée dans cette boîte métallique, la fiole se brise et le chat meurt. Or, en physique,
on ne peut savoir si un atome s'est désintégré à moins de l'observer. Et donc, tant que le chat est dans cette boîte métallique et que la boîte métallique reste close, la particule est à la fois désintégrée et non désintégrée. Si on va même plus loin, un chat est composé d'atomes qui sont eux-mêmes soumis aux lois de la physique quantique. Et donc, le chat lui-même, s'il était observé, cela viendrait modifier son état. Eh bien, cette expérience, ce qu'elle nous prouve, c'est qu'en réalité, on peut être à la fois mort et à la fois vivant si on se place à l'échelle de l'infiniment petit. Autre principe, tout aussi connu, celui de l'intrication quantique. Einstein l'a décrit comme a spooky action at a distance. Pardonnez mon anglais. L'intrication quantique, c'est l'idée que deux particules peuvent être séparées de plusieurs années-lumière et pourtant communiquer. Au fond, deux particules peuvent être tellement corrélées qu'elles perdent leur état quantique individuel et qu'elles deviennent complètement intriquées et interdépendantes. Alors pourquoi je vous apprends la physique quantique ? En tout cas, pourquoi j'en parle ? Parce que ça a des conséquences fondamentales sur l'ordinateur quantique. Un ordinateur est régi par ce qu'on appelle des digital binary, donc des classical bits qui peuvent avoir pour valeur 0 et 1. Ce sont des charges électriques. Si le courant passe, la valeur prend 1. Si le courant ne passe pas, la valeur prend 0. Et pour l'ordinateur quantique, certes, ce qu'on appelle des quantum bits, donc des qubits, peuvent prendre la valeur 0 et 1, mais surtout, ils peuvent reprendre les valeurs de la superposition quantique et de l'intrication quantique. C'est-à-dire qu'un qubit peut prendre la valeur à la fois 0 et 1, et même toute une combinaison linéaire de valeurs entre 0 et 1. Et a priori, on y vient, ça constitue une menace pour la blockchain. En tout cas, c'est ce qu'on entend le plus souvent. L'ordinateur quantique, dans les médias, est décrit comme une menace à tel point que vous devriez tous sortir votre application Binance et revendre vos bitcoins. Mais en fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, certes, la blockchain repose sur des procédés cryptographiques qui peuvent être mis à mal par l'ordinateur quantique. La cryptographie, elle est utilisée en blockchain non seulement pour l'identification des individus, mais aussi pour vérifier qu'un ordre émis sur la blockchain a bien été émis au bon montant par le bon utilisateur. La cryptographie, plus simplement, c'est une méthode de sécurisation qui permet de vérifier qu'un émetteur et un récepteur reçoivent la même information de manière sécurisée. Techniquement, c'est ce qui vous permet d'envoyer des SMS et des mails sans que, si on les intercepte, ils puissent être déchiffrés. On considère qu'un procédé cryptographique est fiable lorsqu'il n'est pas rentable à casser. Si sur mon compte en banque, j'ai 200 balles et qu'il vous faut 2 milliards de dollars de puissance de calcul pour être capable d'accéder à mon compte en banque, bénéfice-risque est trop faible, on estime en cryptographie que vous n'allez pas le faire. Et alors, le lien entre cryptographie et blockchain, il n'est pas juste anecdotique. Au fond, c'est grâce à la cryptographie que la blockchain est une technologie sécurisée. La cryptographie de la blockchain, elle repose sur ce qu'on appelle une cryptographie asymétrique, qui est basée sur deux clés, que sont les clés privées et les clés publiques. Assez schématiquement, même si la réalité, elle en diffère un petit peu. Une clé privée, c'est une forme de mot de passe. La clé publique, elle est partagée pour l'ensemble du réseau et elle permet de vérifier qu'un ordre émis a bien été émis par le bon utilisateur. Ces deux clés sont mathématiquement liées. La clé publique est une dérivée de la clé privée. Pourtant, à partir d'une clé publique, il est extrêmement difficile de retrouver la clé privée et l'inverse n'est pas vrai. À partir d'une clé privée, il est aisé de déduire une clé publique. Et ce fonctionnement, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des one-way functions, donc des fonctions à sens unique. Et c'est sur les fonctions à sens unique que repose la solidité, la sécurité et la confiance que l'on a tous en la blockchain. On va venir un petit peu s'intéresser du coup à ces one-way functions et pour comprendre ce que l'ordinateur quantique pourrait changer vis-à-vis de la blockchain. Alors,
Une one-way function, comme je l'ai expliqué assez rapidement, c'est une fonction pour laquelle, à partir de l'antécédent, il est aisé de retrouver l'image, mais pour laquelle, à partir de l'image, il est extrêmement compliqué de retrouver, il est extrêmement difficile, pardon, de retrouver l'antécédent. Exemple. Alors, si je vous demande de retrouver ce calcul, franchement, je peux vous laisser tout le temps de la conf, ça m'étonnerait que vous le retrouviez facilement. Pourtant, il y a un sens qui est beaucoup plus facile. Si je vous demande 81 x 65, vous me sortez votre ordinateur ou votre calculette, et en 2 secondes, vous me le trouvez. Et c'est ça le principe d'une one-way function. Spoiler alerte, les deux sont égaux. Donc là, ce sont des petits chiffres. Effectivement, 5265, bon allez, vous allez finir par tomber dessus par hasard. Mais là, vous faites comment? Eh ouais, c'est beaucoup plus compliqué, et même des ordinateurs super performants se retrouvent en difficulté lorsqu'ils doivent résoudre ce type de fonction. Et lorsqu'on a une fonction, donc lorsqu'on a une clé publique et qu'on veut remonter à la clé privée, c'est exactement ce type de difficulté auquel on doit être confronté. Pourtant, intervient l'algorithme de Shor. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu au moins une fois parler. L'algorithme de Shor, il a été théorisé en 1994 par Peter Shor. Peter Shor, il a permis, grâce à cet algorithme, de factoriser en un temps réduit des entiers extrêmement importants, en un temps polynomial plutôt qu'exponentiel. Avant, il existait déjà des algorithmes qui permettaient de multiplier de grands entiers assez rapidement, comme l'algorithme d'Euclide. Mais jamais il n'avait été inventé un algorithme qui soit véritablement performant dans la factorisation d'entiers. Et ça change beaucoup de choses lorsqu'on a une one-way function. En fait, l'algorithme de Shor, dans les faits, théoriquement, il est capable de venir remettre en cause nombre d'algorithmes de cryptographie. C'est le cas par exemple de l'algorithme RSA qui repose sur la difficulté de factorisation en nombre premier. Eh bien, grâce à l'algorithme de Shor, théoriquement, on pourrait venir casser nombre d'algorithmes d'encryption, de cryptographie qui existent actuellement et sur lesquels repose la sécurité de nombreuses technologies, comme les mails, comme les SMS, voire même comme la blockchain. Il y a un truc que je ne vous ai pas vraiment expliqué, c'est que quand je vous dis que l'algorithme de Shor est théoriquement capable de casser la cryptographie ou en tout cas de venir la remettre en cause, ben pourquoi théoriquement? Parce qu'en fait, il faudrait qu'il soit implémenté sur un ordinateur extrêmement puissant pour pouvoir effectivement venir remettre en cause la fiabilité d'une encryption, d'un algorithme de cryptographie. Algorithme extrêmement puissant, ordinateur quantique. Et oui, en fait, sans l'ordinateur quantique, l'algorithme de Shor ne permettrait pas de véritablement remettre en cause la blockchain. Au fond, ce serait une menace économique davantage que technique. Si on revient au one-way function, ce serait donc la possibilité pour un utilisateur malveillant à l'aide d'un ordinateur quantique de venir retrouver votre clé privée. Une fois qu'il a votre clé privée, il peut dépenser des bitcoins, se les transférer et plein d'autres actions de ce type. Et donc, ce serait la confiance en la blockchain qui serait complètement remise en cause par l'existence d'un ordinateur quantique. Pourtant, cette idée, elle me contrarie pour 5 raisons. Alors oui, 5 raisons, c'est peut-être beaucoup, mais au moins, vous verrez un petit peu les aspects qui viennent contredire cette vision et cette menace qu'on entend souvent qui pèserait sur la blockchain en raison de l'ordinateur quantique. D'abord, la suprématie quantique, c'est pas demain la veille. Google, IBM, Intel, tous travaillent sur la création d'un ordinateur quantique performant. Pourtant, à l'heure actuelle, et même dans les prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'en réalité, cela ne se produise pas. Et ce, d'autant que les annonces sont très souvent à prendre avec des pincettes. En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique en expliquant avoir réussi à réaliser en 200 secondes un calcul qu'il aurait fallu 10 000 ans pour réaliser. Tout de suite, IBM est monté au créneau en montrant et en démontrant grâce à un papier de recherche qu'en réalité, ce calcul, non seulement il avait été spécifiquement conçu pour l'ordinateur quantique, et donc il ne témoignait pas de l'atteinte de la suprématie quantique, mais en plus qu'en réalité, ce calcul, il fallait 2 jours et demi sur un ordinateur classique pour le réaliser,
et donc que la suprématie quantique n'avait pas encore été atteinte. J'ai juste oublié de définir la suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est l'idée, ou en tout cas c'est la possibilité qu'un ordinateur quantique vienne réaliser des calculs qu'on n'aurait pas été capable de réaliser avec un ordinateur classique. En plus de ça, s'ajoutent les difficultés de l'atteinte de la suprématie quantique auxquelles on n'a pas encore forcément de réponse. D'abord, un qubit, donc un quantum bit, pour pouvoir être manipulé, il faut qu'il soit refroidi au laser à une température qui frise les moins 273,15 degrés, donc le zéro brut en physique. Mais en plus, plus on ajoute des quantum bits, moins on est capable de les gérer. Et puis, même si on arrivait même si on réussissait à utiliser les quantum bits et à créer un ordinateur performant, en fait, l'algorithme de Shor, on ne pourrait pas l'utiliser tout de suite sur un ordinateur quantique. Pourquoi? Parce que pour pouvoir utiliser l'algorithme de Shor, il faudrait des milliers de qubits. Aujourd'hui, l'ordinateur record d'IBM a été capable de réaliser 127, a été capable de fonctionner avec 127 qubits. Donc entre des milliers et 127, c'est pas encore pour tout de suite. En plus de ça, certaines parties de l'infrastructure blockchain sont déjà quantum proof. L'algorithme SHA-256, qui est un des algorithmes de cryptographie qui est employé sur la blockchain et qui est certainement le plus connu et le plus robuste, n'est pas prêt d'être mis à mal par l'ordinateur quantique. Il faudrait, selon des papiers de recherche, que l'ordinateur quantique soit 1 million de fois plus grand qu'actuellement, ou utilise 1 million de fois plus de qubits pour pouvoir mettre à mal l'encryption de la blockchain Ethereum ou d'autres blockchains qui utilisent SHA-256. Est-ce que vous êtes tous familiers un petit peu avec SHA-256, peut-être en levant la main? Ok. J'ai vu des noms de la tête, ça m'a suffi. SHA-256, c'est un algorithme qui permet de prendre un texte, je vais vous le dire assez schématiquement, mais qui permet de prendre un texte et de produire une encryption en binaire de 256 caractères. Ce qui est assez extraordinaire avec SHA-256 et qui permet véritablement sa fonctionnalité et sa robustesse, c'est le fait que si je veux encrypter avec SHA-256 tout Wikipédia ou encrypter une phrase avec SHA-256, eh bien mon hash fera toujours 256 caractères. Autre chose avec SHA-256, c'est la nouvelle version de SHA-1. La nouvelle. SHA-1 a été délaissé de plus en plus à partir de 2009, qui est un algorithme qui reposait peu ou prou sur les mêmes fondements, mais dont l'encryption faisait, je crois, 126 caractères, et qui, lui, a été prouvé comme dangereux et donc été remplacé dans la plupart des systèmes cryptographiques qui ont été employés depuis. Enfin, même si certaines parties de la blockchain ne sont pas déjà quantum proof, la blockchain, elle se modernise à grands pas. Elle se modernise à grands pas entre le merge, entre les layer 2 et autres innovations qui se produisent. Et le temps qu'on parvienne à créer un ordinateur quantique qui soit capable, sur lequel on soit capable d'implémenter l'algorithme de Shor, et bien d'ici là, j'ose espérer que la blockchain aura remplacé les parties qui sont vulnérables à des attaques quantiques. Si cette hypothèse semblait peu probable, si l'hypothèse selon laquelle l'ordinateur quantique pourrait détruire la blockchain semblait peu probable, une autre attire mon attention, et je ne l'ai jamais lu dans aucun papier de recherche, donc ça me rend folle. Si on revient aux fondamentaux de ce qu'est la blockchain c'est donc un grand livre de compte, ou en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'expliquer de manière schématique, dans lesquels l'ensemble des transactions du réseau blockchain sont inscrits. Aujourd'hui, on a des problèmes de parallélisme dans le big data qui empêchent le traitement d'immenses bases de données. Donc c'est aujourd'hui une impossibilité à l'heure actuelle de pouvoir traiter l'ensemble des informations on-chain de la blockchain. C'est pas encore possible. Mais si l'ordinateur quantique est doté d'une puissance de calcul extraordinaire, alors on pourrait être capable justement d'utiliser cette puissance de calcul pour traiter les données on-chain de la blockchain. Et dans ce cas-là, dans les mains d'un acteur malveillant ou d'un État, par exemple, l'ordinateur quantique pourrait être utilisé pour du profilage d'investissement, pour de la surveillance de masse. Et quand bien même ce soit plusieurs années après
que vous ayez effectué une transaction, en réalité, vos transactions, elles disent quand même beaucoup de la manière dont vous agissez. Et avec une IA, on aurait pu retrouver, par exemple, des comportements. Et en fait, c'est en cela, pour moi, que l'ordinateur quantique pourrait présenter un danger pour la blockchain, non pas en détruisant la blockchain, mais bien davantage en ayant la capacité de rendre la blockchain dangereuse. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je vous en prie. Alors, oui, sur SHA-256, il n'y a pas de mot de passe, c'est une fonction de hash, mais c'est déjà une partie de l'infrastructure blockchain qui est sécurisée. En gros, dans la blockchain, il y a plein de parties qui sont potentiellement vulnérables à des attaques quantiques. Il y en a certaines qui l'ont été de manière très claire, comme SHA-1 ou RSA, ECDSA, par exemple, sont des algorithmes qui sont vraisemblablement très vulnérables à une attaque quantique. Et il y a d'autres parties qui sont assez sécurisées, comme SHA-256, qui en fait est une fonction de hash, mais qui ne pourrait pas être attaquée par un ordinateur quantique. Peut-être même si vous avez un point de vue sur l'ordinateur quantique et la blockchain, ça peut être hyper intéressant. Je voulais savoir si j'avais bien compris le dernier point que vous avez mentionné. En gros, l'ordinateur quantique, ce serait une menace à ce qu'on a essayé de rompre avec la traçabilité bancaire, avec la blockchain, c'est ça? On revient à la traçabilité bancaire avec l'ordinateur quantique, c'est ça la menace? Alors, sur la blockchain, on est hyper traçable. Donc, de toute façon, cet aspect qui a été mis en avant aux prémices de la blockchain, de dire grâce à la blockchain, on est anonyme, grâce à la blockchain, on sera intraçable, c'est déjà par essence même faux. La blockchain, c'est de la traçabilité, c'est pas de l'anonymat, c'est de la pseudonymie. Il y a déjà en fait cette idée qui a été véhiculée pendant très longtemps et qui est déjà erronée. Effectivement, ça viendrait mettre en danger potentiellement, enfin en tout cas de mon point de vue, les transactions qui ont lieu sur la blockchain. Mais en fait, pas vraiment plus qu'avec une banque. Et l'idée que la blockchain permette la non-traçabilité, déjà c'est une idée qui a été longtemps, enfin c'est une idée reçue finalement sur la blockchain. Ok, merci. En plus, quand on fait de la data science, pardon, je rajoute ça, quand on fait de la data science sur les données off-chain de la blockchain, de un, on peut retrouver vos wallets, c'est une possibilité, et de deux, en fait, c'est archi traçable, même avec les transactions des big whales, par exemple. En fait, il y a plein de possibilités en data science de venir travailler sur les données de la blockchain. C'est en train de se démocratiser. Il y a assez peu de main-d'œuvre sur la question. Il y a assez peu de cerveaux qui ont et des connaissances en data science et en blockchain et qui sont capables en entreprise de réaliser ce type d'activité. Mais pour avoir discuté assez souvent avec pas mal d'entreprises, de plus en plus, la question de la data science, elle vient rentrer dans les problématiques des différentes entreprises. Et ça apparaît aujourd'hui comme une priorité d'être capable d'analyser de un les données on-chain de la blockchain, de deux les données off-chain. Typiquement, sur les données off-chain de la blockchain, si on venait analyser les serveurs Discord, les serveurs Twitter, avec par exemple du NLP, du Natural Language Processing, donc avec de l'intelligence artificielle qui va venir traiter les données, et analyser les mots pour en faire, par exemple, de la variation de sentiments ou ce type d'intelligence artificielle, au fond, on serait peut-être capable d'avoir une intuition sur l'évolution des marchés. Donc en fait, toutes ces problématiques-là, elles viennent rentrer en considération depuis très récemment et je pense qu'elles vont prendre de l'ampleur à l'avenir. J'ai une autre petite question, remarque. Donc en fait, tu es en train de dire que finalement le quantique appliqué sur la blockchain pourrait permettre d'inverser le pseudonymat, donc de remonter à partir de, et avec du big data, donc le quantique et big data. Donc avec ça, on pourrait remonter à des identités ou peut-être des adresses mail, mais justement à quoi est-ce qu'on pourrait remonter, comment est-ce que ça pourrait se faire avec le quantique et de l'IA sans doute. Après, je ne sais pas s'il y a de l'IA dans le quantique, pour du pseudonyme remonter à une identité.
En fait, ça se ferait en inversant les one-way functions. Déjà, alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects. Effectivement, il y a une possibilité avec l'ordinateur quantique, grâce à sa puissance de calcul, de venir analyser toutes les données on-chain et off-chain de la blockchain. Donc ça, déjà, en soi, sur l'aspect profilage d'investissement, pour moi, c'est des choses intéressantes à souligner. Après, je doute qu'en l'état actuel de l'ordinateur quantique, on doive dès maintenant s'inquiéter de cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet de recherche qui est loin d'être si avancé que cela. Et en plus, la démocratisation éventuelle d'un ordinateur quantique, vous avez vu la tête du machin ? Enfin, le jour où tout le monde aura ça chez soi, et où même des acteurs classiques auront j'arrive plus à la trouver, auront la capacité d'avoir ça chez eux, c'est pas pour demain la veille, clairement. D'accord, mais c'était plus d'un point de vue vie privée. Ouais. Si sur des blockchains on fait des achats quotidiens, est-ce qu'avec de l'IA, regardez comment les interactions se font entre les différents acteurs, on pourrait monter à des personnes civiles? Ça c'est déjà possible actuellement. Typiquement, imaginons, vous avez un Bored Ape, c'est votre photo Twitter. Bon, déjà, c'est pas très smart. Oui, mais imaginons que vous ayez ça, en 2 secondes, on retrace vos toilettes et on sait, parce qu'on saura à qui appartient ce Bored Ape, et en 2 secondes, on pourra vous retracer et savoir qui vous êtes à partir de votre identité dans le Web 2 et de votre identité dans le Web 3. Je pense que sur cet aspect-là, sur l'aspect vraiment de lever la pseudonymie, il n'y aura pas une avancée majeure avec l'ordinateur quantique, ou en tout cas, c'est déjà réalisable aujourd'hui, avec de petits moyens, avec des ordinateurs classiques. Et donc la puissance de calcul de l'ordinateur quantique permettra pas, on ne pourra pas faire des interprétations plus poussées sur les interactions que font les différents acteurs, donc par exemple au supermarché ou c'est très prospectif. Pour le moment, bien sûr, ce serait faux de dire que j'ai la réponse à l'avenir et à ce qui se passera avec l'ordinateur quantique. Pour autant, de ce que j'ai lu, beaucoup de chercheurs affirment que l'IA implémentée sur de l'ordinateur quantique, ce sera révolutionnaire. Donc effectivement, si on vient prendre les procédés d'intelligence artificielle qu'on utilise déjà aujourd'hui, qui sont déjà aujourd'hui capables en partie de remonter votre identité avec des modèles de deep learning, il y a des éventualités, il y a des choses qui sont possibles. Si en plus de cela, l'IA est implémentée sur un ordinateur quantique, il y a des possibilités, une puissance de calcul qu'on n'imagine pas encore et qui éventuellement pourrait lever la pseudonymie à grande échelle. Mais j'ai pas la réponse. Donc vous nous avez parlé du danger de l'ordinateur quantique, mais il y a un autre danger aussi, par exemple le chiffrement asymétrique dont vous avez parlé. Déjà, je suis curieux de savoir c'est quel type de chiffrement, mais aujourd'hui on sait résoudre le problème du logarithme discret dans un grand nombre de groupes. Par exemple, le chiffrement Al-Gamal, on ne pense pas qu'il va tenir très longtemps encore. Et on se retrouve à travailler dans des groupes bizarres comme les points rationnels, des courbes elliptiques. Donc je suis curieux de savoir votre avis sur le danger du progrès des mathématiques, justement. Ah ouais. Alors, plusieurs choses. Oui, il y a une évolution des mathématiques qui va vraisemblablement révolutionner les chiffrements. On le voit avec Shor, par exemple, c'est une avancée en mathématiques pures, par exemple, l'algorithme de Shor. Et en plus de ça, effectivement, si on est très attentif aux papiers de recherche qui sortent sur la physique quantique, il y a par exemple un chercheur d'Harvard qui s'appelle Boaz, qui a prouvé mathématiquement que 2 particules étaient enchevêtrées. Et en fait, ça, c'est déjà en soi une révolution dans le quantique, et ce sera une révolution dans l'ordinateur quantique. Mais finalement, oui, bien sûr, que les procédés cryptographiques, plus les mathématiques pures avancent, plus elles seront capables finalement de venir résoudre des problèmes compliqués, et donc de venir améliorer améliorer le rendement, puissance de calcul, énergie dépensée des ordinateurs, qu'ils soient quantiques ou non. Donc oui, l'avancée des mathématiques est une menace pour tout procédé cryptographique, mais c'est normal, les procédés cryptographiques reposent sur les mathématiques. Donc rien de
rien de si étonnant que cela. Et si en plus on arrive à implémenter des calculs extrêmement poussés sur des ordinateurs quantiques, alors là on atteint quelque chose de très intéressant. Il y a une possibilité, par exemple, avec le fait de montrer que deux particules sont enchevêtrées, il y a une possibilité avec un ordinateur quantique d'avoir un taux d'erreur extrêmement faible sur le calcul précis des états quantiques, des états des qubits. Donc il y a plein de choses à faire avec les maths, bien sûr. Ouais. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir.